nous avons la chance d'avoir la Banque de France, justement, qui va nous présenter son projet blockchain Madré. Bien, bonjour à tous, merci Delphine. Donc, je suis Thierry Bedoin, le Chief Digital Officer de la Banque de France. Alors, mon rôle, c'est de digitaliser l'institution. Voilà, j'ai été nommé à peu près il y a un peu plus de 2 ans à cette fonction. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet, d'un système en fait, que l'on a mis en place, d'une application de blockchain opérationnelle, qui est un de nos éléments, bien sûr, un de nos éléments du dispositif donc de digitalisation de la Banque de France. Alors, bien sûr, vous connaissez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde de la finance, de l'économie ici. Vous connaissez la Banque de France, simplement pour vous rappeler très très brièvement le périmètre couvert par la Banque de France. Eh bien, c'est assez simple, en fait, c'est notre règle des 3 S. Alors, le premier S, c'est pour stratégie monétaire. La Banque de France, elle élabore et elle met en œuvre la politique monétaire dans le cadre de l'eurosystème. L'eurosystème, c'est l'ensemble, le groupe des banques centrales des pays qui ont adopté l'euro en Europe. La Banque de France, elle assure aussi la stabilité financière, et notamment au travers de notre entité de supervision, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle assure aussi le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de cette mission. Et puis la Banque de France, c'est aussi tous les services à l'économie, c'est le troisième S. Elle accompagne les entreprises dans l'ensemble de leur parcours. Vous connaissez tous les bases de données des entreprises de la Banque de France. Elle cote également les entreprises. Et puis elle accompagne les entreprises, les chefs d'entreprise sur le terrain, et notamment avec un axe privilégié en ce moment sur les TPE. Et elle accompagne également le grand public, puisqu'elle gère tout un ensemble de dispositifs et de processus vis-à-vis des particuliers, comme notamment la gestion des dossiers de surendettement. Elle assure aussi des missions d'éducation économique et financière de l'ensemble des publics. Nous avons en particulier un site, Mes questions d'argent, donc qui permet d'avoir tout un ensemble d'informations pour tout un chacun d'entre vous. Je vous invite à le consulter. Alors, je vais vous parler de notre application de blockchain. Alors, Claire Balva l'a cité tout à l'heure, Claire Balva de Blockchain Partner, avec qui nous avons construit cette solution. Donc, on a parlé, il s'agit de Madré, une blockchain interbancaire que l'on a mise en production fin 2017. Donc, maintenant, comme il était cité dans la table ronde tout à l'heure, nous en sommes au retour d'expérience, et je peux vous présenter un peu ce retour d'expérience avec suffisamment de recul maintenant pour vous parler du bon fonctionnement de ce système et de cette blockchain. Alors, voilà, tout d'abord, peut-être, avant de vous décrire le cas d'usage de cette blockchain, vous citez je souhaite vous préciser qu'en fait, toute cette démarche de digitalisation que nous menons à la Banque de France, c'est bien sûr pour digitaliser nos processus internes de la banque, mais aussi toutes nos démarches, tous nos échanges avec l'ensemble de notre écosystème. Alors bien sûr, toutes les bonnes idées du digital sont traitées, tous les aspects de changement culturel au sein de l'institution, toutes les capacités à traiter la donnée qui est vraiment au cœur de la digitalisation. Et nous travaillons avec bien sûr toutes les technologies de big data et d'intelligence artificielle pour digitaliser la façon de traiter la donnée au sein de la Banque de France. Nous avons une démarche systématique de digitalisation de nos processus. Et puis nous avons initié une démarche d'innovation avec la mise en place d'un laboratoire d'innovation, le Lab, dans lequel justement nous accélérons tous nos projets de digitalisation. Et cette blockchain Madré a vu sa naissance dans le Lab de la Banque de France, avec un premier proof of concept, et puis ensuite qui a suivi son chemin. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, tout simplement, on a commencé dans le Lab à discuter avec nos correspondants métiers, personnes qui gèrent nos activités au sein de la banque, des différents sujets de digitalisation possibles. Et le métier des services bancaires au sein de la Banque de France est venu nous voir avec un cas pratique donc, concernant la gestion d'un référentiel de place, un référentiel d'identifiant de paiement.
Et c'est bien sûr le cas donc du référentiel d'identifiant de paiement SEPA, donc SEPA, hein, le standard de paiement en Europe. Et donc le métier devait gérer un certain nombre d'identifiants de place avec un système qui était vieillissant, coûteux, une équipe de back-office traitant ces identifiants, et nous a demandé de réfléchir à un système qui soit beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide dans la délivrance des identifiants de paiement et qui soit moins coûteux. Alors le cas d'usage, je vais vous le décrire, il s'agit en fait des identifiants de paiement qui servent à faire du prélèvement direct. Alors tout un chacun d'entre vous est amené, lorsqu'il échange avec son opérateur téléphonique, avec son fournisseur d'énergie, eh bien, à traiter la question du prélèvement direct, puisque ces acteurs-là cherchent à débiter directement sur votre compte. Alors pour pouvoir débiter directement sur votre compte en banque, eh bien, ces entreprises, ces opérateurs par exemple, ont besoin bien sûr de votre assentiment, de votre accord, mais ils ont besoin aussi d'un identifiant de paiement spécial qu'on appelle l'identifiant créancier SEPA, et ils vont s'adresser à leur banque pour l'obtenir. Eh bien, leur banque va s'adresser à la Banque de France, et c'est la Banque de France qui délivre, qui distribue les identifiants créanciers SEPA à l'ensemble de ces acteurs économiques. Donc effectivement, quand vous, quand vous avez le recours à un acteur qui fait du prélèvement direct, eh bien aujourd'hui, vous utilisez sans le savoir donc la blockchain. Alors le système tel qu'il était en place jusqu'à présent, hein, c'était des demandes qui étaient reçues par différents vecteurs, plus ou moins digitaux d'ailleurs, et qui étaient traités par une équipe de back-office à la Banque de France. Et souvent, la délivrance d'un identifiant de paiement eh bien, pouvait durer plus de 2 semaines, par exemple. Donc 2 semaines pour délivrer cet identifiant aux banques, à la banque, et puis ensuite, la banque, elle, le rétrocédait à son client, à l'entreprise en question. Et donc, il y avait un enjeu et une forte demande donc d'accélérer le dispositif pour avoir une délivrance quasi immédiate de ces identifiants SEPA. Alors, nous avons réfléchi à toutes les voies possibles, hein, réécrire une application, refaire un système, et puis on a essayé de voir des solutions plus disruptives, on va dire, et de regarder, bien sûr, la question de la blockchain. La question se posait, puisqu'il s'agissait en fait de gérer une sorte de référentiel d'identifiant de paiement entre la Banque de France et l'ensemble de la communauté bancaire. Donc, qui dit gestion d'un référentiel avec des acteurs qui sont des acteurs multiples, gestion distribuée, là où il y a un enjeu de délivrer des identifiants rapidement, eh bien l'idée de la blockchain est arrivée très vite. Et on a commencé à mener un premier proof of concept dans notre lab avec l'assistance de Blockchain Partner et qui s'est avéré en fait très, très positif. Il faut dire que le cas d'usage était relativement simple. Très peu de problèmes de performance. On gère à peu près 200-250 identifiants, demandes d'identifiants par jour au maximum. On est dans un schéma en fait où la confidentialité était relative, c'est-à-dire on avait besoin de gérer une confidentialité entre les acteurs du système, mais pas au-delà, pas besoin d'avoir une sécurité trop importante en termes de confidentialité. Par contre, il fallait une sécurité très très forte, bien sûr, sur le système lui-même pour garantir la sécurité du dispositif et l'unicité de la délivrance de ces identifiants. Et donc, suite à une première réalisation dans un lab qui a bien marché, eh bien, on est rentré dans une phase en fait de co-construction directement avec les banques. Et donc, on est allé voir la Fédération française bancaire, on a discuté avec les banques en leur disant venez travailler avec nous sur la généralisation de ce système, sur son déploiement. On a alors mené 3 groupes de travail. Un groupe de travail technique avec les banquiers en disant voilà, on a nous notre POC de blockchain, on va vous le proposer, puis on va l'étudier ensemble. Un groupe de travail fonctionnel sur bien sûr qu'est-ce qu'il fallait réaliser d'un point de vue fonctionnel pour délivrer ces identifiants, et puis un groupe de travail juridique pour voir dans quelle mesure on pouvait réaliser donc cette délivrance d'identifiants directement de façon générée par la blockchain. Et en fait, après quelques mois, eh bien,
on a pu développer cette application en réutilisant ce qui avait été fait dans le proof of concept, et on a pu eh bien, avoir un système qui fonctionnait en expérimental, en pilote, avec 7 grandes banques françaises. Et donc on a pu tester tout un cas de figure et puis recéter en fait cette application jusqu'au moment où nous avons décidé de rentrer en production, donc en décembre 2017. Et nous avions envisagé un schéma qui permettait de rentrer en production, non pas en Big Bang, en imposant aux banques de migrer le même jour que nous, mais déjà de démarrer notre nœud, nous, Banque de France, de blockchain, et puis de proposer aux banques eh bien, de nous rejoindre au fur et à mesure du temps. Alors voilà un petit schéma de cette blockchain sur les identifiants créanciers SEPA, les ICS, qu'on a appelé MADRE. En fait, chaque banque qui adhère au système, qui a rejoint le système, donc gère un nœud de blockchain. Alors ce nœud de blockchain, nous l'avons, nous, à la Banque de France, entièrement packagé. Nous l'avons développé, packagé. Il était très facile pour la banque donc, de récupérer et de charger et d'installer, de faire fonctionner ce nœud de blockchain. Et puis, avec ce nœud de blockchain, eh bien, il a fallu qu'on livre aussi une interface avec le système d'information de la banque. Et ça, c'est aussi, bien sûr, en termes de retour d'expérience, un point très important à prendre en compte, c'est qu'une blockchain, elle ne tourne pas toute seule en l'air. Il faut à un moment donné rentrer des informations dedans, récupérer des informations, rechercher de l'information. Et toutes ces fonctions-là sont des fonctions eh bien, qu'il faut avoir prévues dans le système. Bien entendu, chaque banquier peut développer ce type d'interface, mais nous avons décidé de développer une interface type en pilote, hein, bien sûr, pour pouvoir faciliter cette réalisation. Et le code, d'ailleurs, de cette interface est partagé maintenant sur GitHub hein, entre nous et les banques. C'est un code commun. Voilà. Et donc, dans cette blockchain, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que nous avons utilisé, bien sûr, la capacité des smart contracts pour pouvoir réaliser en fait l'ensemble des actions, des opérations que nous réalisions, nous, en tant que Banque de France, pour qu'ils soient automatisés dans la blockchain. Donc le concept, eh bien, c'est le concept d'une banque centrale codée dans les smart contracts. Hein, vous savez, c'est les jumeaux digitaux. Eh bien, dans cette blockchain, MADRE, eh bien, il y a une Banque de France, il y a une banque centrale qui, au travers des smart contracts, assure toutes les fonctions donc, de contrôle qui sont effectuées. Alors, bien sûr, contrôles qui sont liés à la reconnaissance des participants sur la blockchain, hein, identification, authentification, mais aussi tous les contrôles qui sont faits sur les demandes d'identifiants SEPA, donc autorisation à demander un identifiant, un certain nombre de contrôles effectués, maintenant très automatiquement au travers donc, de ces smart contracts. Alors, nous avons... Voilà, aujourd'hui, 6 banques qui sont connectées, opérationnelles sur ce système-là. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, avec les 7 banques que nous avions dans le prototype, dans l'expérience de départ, en fait, on peut déjà gérer près de 90% hein, des demandes d'identifiants créanciers SEPA. Il s'agit des plus grandes banques qui ont une clientèle entreprise importante. Et donc, nous continuons le déploiement de ce système. Alors, voilà pour le cas d'usage. Peut-être un petit mot sur la technologie qu'on a utilisée. En fait, on a réutilisé la technologie d'Ethereum. Nous étions en 2016, à mi-2016, quand on a réalisé le prototype. Et on a trouvé dans cette technologie d'abord une grande facilité pour appréhender cette technologie, pour se l'approprier, pour développer des smart contracts. Donc en quelques semaines, hein, nos équipes à la Banque de France ont pu déjà développer un proof of concept avec l'aide d'une start-up, un blockchain partner, qui était un élément très important dans le dispositif pour apprendre justement comment à savoir utiliser ce type de technologie. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le code d'Ethereum, hein, on l'a forqué pour réaliser une blockchain qui est une blockchain privative, une blockchain privée entre la Banque de France et les acteurs bancaires. Bien entendu, au-delà de la réalisation d'une application qui délivre des identifiants de paiement, vous voyez tous qu'au travers de ce projet, ce que l'on a fait, c'est surtout déployer une infrastructure de blockchain entre nous et les banques, c'est-à-dire une infrastructure de blockchain
interbancaire. Et bien entendu, nous réfléchissons maintenant à l'évolution de ce système pour gérer d'autres informations avec nos correspondants bancaires. Voilà, alors sur cet aspect de la technologie, peut-être un mot pour indiquer qu'on a mené tout un ensemble de tests de solidité, de sécurité sur cette infrastructure. Et d'ailleurs, en menant ces tests, eh bien, on a découvert une faille dans Ethereum. Et eh bien, nos équipes de sécurité l'ont corrigé. Et le code a été fourni à la communauté Ethereum pour que justement cette faille puisse être corrigée dans Ethereum. En pratique, c'était surtout dans le mode d'utilisation que l'on faisait que cette faille avait un sens. Et donc, il est très très important aussi de bien maîtriser cette technologie pour pouvoir justement garantir un niveau de robustesse et de solidité très, très important et de sécurité très important de ce qu'on met en place. Voilà donc pour l'histoire de cette blockchain. Alors, je crois qu'effectivement, d'abord, un point à souligner, c'est que c'est la première blockchain opérationnelle, en tout cas d'une banque centrale dans le monde. Alors, il y a beaucoup de projets, beaucoup de proof of concept. Nous, on a choisi d'avoir une démarche un peu différente et comme Claire Balval citait tout à l'heure, nous avions déjà dans l'idée, en retenant un cas d'usage bien adapté, de mettre quelque chose en production. C'est-à-dire que l'on a tout fait dans notre démarche et dans notre projet pour être efficace et pensé mise en production. Et ça, c'est un point qui est effectivement intéressant. C'est que voilà, ces technologies sont relativement complexes à gérer, à administrer, mais il faut avoir une démarche qui est une démarche de simplification au départ, retenir des cas d'usage les plus simples possibles pour être en mesure de monter en compétences et de maximiser aussi les choses en termes de capacité de réalisation. Le fait que nous ayons une blockchain maintenant en production, eh bien, nous a apporté d'abord un savoir-faire extraordinaire et puis une crédibilité pour discuter de ces sujets-là avec l'ensemble des acteurs financiers, bien sûr en France, mais aussi en Europe, et puis dans le monde. Et ça, c'est un point très, très important parce que ça permet en fait de préparer les étapes suivantes de l'utilisation de cette technologie. Et donc, on ne parle pas dans le vide maintenant quand on parle de l'utilisation de la blockchain. On a vraiment maintenant un savoir-faire et une analyse du potentiel, des forces, des faiblesses de cette technologie. Et ça, c'est vraiment l'apport, je dirais, principal que ça nous a apporté, cette réalisation. Voilà, donc ce sont ces démarches d'innovation, plutôt que de faire des études pendant des années pour, in fine, rien faire. Bon, on a pris une autre démarche, une démarche qui est de dire, on a un cas d'usage, on a la bonne technologie, cela fonctionne, on met en production. Et nous allons imaginer, construire les prochaines étapes en fait, avec les acteurs de notre écosystème. Ça, c'est un mode de fonctionnement beaucoup plus digital que ce que l'on pouvait imaginer précédemment. Ça concrétise aussi un souhait de notre stratégie de digitalisation à la Banque de France, c'est d'avoir une banque centrale beaucoup plus proactive et beaucoup moins observatrice de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire avec l'évolution fulgurante de l'économie, de l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques qui sont en train d'arriver. Et il est clair que l'on croit dans la technologie de la blockchain, dans son potentiel, parce que justement, cette technologie permet d'appréhender la façon de réaliser notre mission de banque centrale dans des nouveaux modes. Je dirais que le mot a été cité tout à l'heure. Dès lors que l'on voit une avancée importante de la tokenisation dans l'économie, il est clair que l'ensemble des acteurs qui ont quelque chose à voir dans la gestion d'actifs financiers, eh bien, doivent se poser la question quel devient mon rôle dans une économie tokenisée? Comment la fonction que j'assure peut être mise en œuvre au travers de cette technologie de token? Et bien entendu, cette première réalisation côté Banque de France, c'est aussi une marge d'approche pour nous permettre de maîtriser cette situation donc de la gestion de tokens au sein d'une infrastructure réunissant tous les acteurs d'un écosystème. Donc c'est aussi bien sûr une étape stratégique et aussi un signal très fort donné à la communauté financière en France, économique et financière, de dire regardez, n'ayons pas peur de cette technologie, utilisons-la à bon escient sur des cas d'usage que l'on maîtrise
et on pourra avancer dans notre modèle ensemble. Donc voilà tous les bons apports, je dirais, que nous a apporté ce système. Maintenant, si on fait un REX un peu plus détaillé, c'est clair que ce qui a marché, les facteurs de succès pour la réalisation de ce système, hein, en gros, entre le moment où on a commencé notre proof of concept et la mise en production opérationnelle, la durée a été de 18 mois. Je n'ai pas connu à la Banque de France de projet de cette ampleur, avec cet impact-là, qui était réalisé dans des temps aussi courts. Alors bien entendu, ça passe par beaucoup de leadership hein, pour arriver à mettre en œuvre ce genre de choses. Mais en tout cas, cela montre que ces technologies, eh bien, quand on les utilise à bon escient, eh bien, on arrive en fait à aller très vite sur leur mise en œuvre et à se les approprier très rapidement. Voilà, l'autre point qui a été absolument indispensable en termes d'expérience, eh bien, c'est la démarche de co-construction. On ne réalise pas un système distribué de façon centralisée. Cela n'existe pas. C'est en réunissant l'ensemble des acteurs qui sont concernés et en discutant des différentes options, de la façon dont on va construire, bien sûr, le système, ses processus, mais aussi sa gouvernance, que l'on arrive à un consensus, hein, c'est le cas de le dire, et à construire un système qui est partagé, adopté par tout un chacun. Et ça a été vraiment, je crois, la clé du succès, ça a été d'associer l'ensemble des acteurs bancaires dans un POC, dans le développement de l'application et dans son déploiement et sa réalisation. Voilà pour les éléments que je peux citer. Bien entendu, on s'est rendu compte aussi des forces et des faiblesses de la technologie. Hein, on a vu ce qu'on était en mesure de faire et puis ce qui restait à traiter. Et bien entendu, les étapes qu'on est en train de gérer maintenant, eh bien, sont des étapes où on essaye justement de voir comment cette technologie peut nous amener à traiter des sujets un petit peu plus ambitieux. Alors dans les sujets un petit peu plus ambitieux, sans dévoiler et sans faire d'annonce, puisqu'on n'a rien aujourd'hui à déployer ou de près, on peut dire que l'on travaille d'abord sur un premier sujet, un premier thème, qui est d'étendre cette blockchain interbancaire telle qu'elle est à de nouveaux usages, c'est-à-dire à du partage d'informations ou du partage de registres avec la communauté bancaire. Et on travaille notamment sur des cas d'usage liés à la fraude, partage d'informations pour optimiser donc la réaction à des circuits de fraude. Deuxième type de cas d'usage que l'on regarde sur la blockchain, c'est des sujets beaucoup plus ambitieux, de gestion de référentiels plus importants, qui incluent des conditions de sécurité beaucoup plus fortes, notamment des conditions de confidentialité, la fameuse question du droit à l'oubli. Vous savez que nous gérons à la Banque de France des grands fichiers sur des incidents de crédit, sur des choses qui sont assez sensibles, avec des informations personnelles, avec la question de l'effaçage des données au bout d'une durée légale. Or, la blockchain, elle n'est pas faite pour effacer des informations, elle est faite pour les conserver. Donc, que veut dire le droit à l'oubli dans une blockchain? C'est une des questions que nous sommes en train de traiter, hein, de regarder, d'expérimenter avec des nouvelles technologies de blockchain dans notre lab Banque de France. Et puis, bien entendu, on regarde également tous les sujets qui sont liés à l'évolution de la tokenisation et la façon dont on pourrait, en tant que banque centrale, eh bien, apporter des bonnes caractéristiques d'une monnaie digitale dans des processus qui mettent en place, bien sûr, de la gestion d'actifs dans un schéma tokenisé. Alors le sujet là est beaucoup plus complexe. D'abord, il ne peut pas être traité que par la Banque de France, mais bien sûr, nous discutons de ces sujets aussi en Europe avec nos collègues, les autres banques centrales européennes. Et nous travaillons notamment sur ces sujets-là dans le cadre d'un groupe de travail que l'on a constitué avec les autres banques centrales européennes, qu'on appelle Eurochain, et qui consiste justement à traiter la question du potentiel de ces technologies pour traiter des sujets donc d'un euro digital ou d'une monnaie digitale de banque centrale. On en est bien sûr pour le moment qu'à des sujets d'expérimentation communs entre les banques centrales en Europe. Mais on voit que le véritable trigger, le véritable déclencheur pour
davantage intégrer ces processus financiers avec la question de la mobilisation de monnaie centrale, c'est bien sûr la tokenisation de l'économie. Donc c'est bien sûr le grand sujet de toute cette journée, et c'est un sujet donc sur lequel que l'on suit et sur lequel on est bien sûr très largement impliqué.